Elisabeth ne pouvait jamais rester en place. Elle veut rentrer à Périté, à Montreux, par le bateau vapeur au départ de Genève à 13h40. Nous voilà donc repartis. Forcément, nous sommes en retard. Et comme nous sommes en Suisse, le bateau n'attendra sûrement pas les voyageurs retardataires. Le grand vapeur siffle le signal du départ. Nous nous hâtons donc vers le débarcadère. Et c'est alors que... Arrivé à la hauteur de l'hôtel de la Paix, cet individu, accoudé à la barrière du lac... Mais je n'étais pas accoudé. J'étais posté et je vous attendais. Qu'importe! Il s'avança vers l'impératrice en courant, se baissa comme pour regarder sous son ombrelle, et lui porta un coup en pleine poitrine, avec une rapidité telle que je n'ai pu voir qu'il tenait une arme à la main. J'ai cru à une tentative pour lui voler sa montre. J'aurais même juré qu'il n'avait rien dans les mains. La violence du choc fait vaciller l'impératrice. Surprise, elle trébuche et tombe à terre, sans un mot. Son imposante chevelure amortit le choc, comme un coussin posé par terre. Les longs cheveux de l'impératrice. Sa coiffeuse personnelle passait 3 heures par jour à aller lui peigner. Ça aussi, je l'ai appris par les journaux. L'impératrice veut se relever. Je la soutiens. Nous embarquons sur le bateau. C'est à ce moment qu'elle perd connaissance. Et je découvre sa blessure. 3 taches de sang. Là, je suis obligée de révéler sa véritable identité. Le bateau fait alors machine arrière et accoste au débarcadère des Pâques. Entre-temps, une civière avait été improvisée au moyen de 2 rames reliées par des pliants. Elisabeth est transportée dans une chambre de l'hôtel Beaurébat. On fait venir des médecins et un prêtre. Finalement, Elisabeth meurt à 14h40. Luigi Lucchini, vous reconnaissez les faits? En fait, je n'étais pas venu à Genève pour elle. Mais pour l'anarchiste comme moi, Genève est une ville de choix pour rencontrer un roi, une grosse tête. Vous vouliez faire un coup d'éclat en commettant un attentat contre un aristocrate. Parfaitement, monsieur le juge. Je voulais zigouiller le prince d'Orléans, prétendant au trône de France. Mais comme il a annulé sa liste d'éternuement, je me suis dit, voilà encore le mauvais sort qui s'acharne sur moi. Mais par chance, j'avais appris par les journaux du vendredi que l'impératrice était descendue à l'hôtel Beaurébat. Alors, il était facile pour moi de mettre en surveillance dans les rues environnantes. Mon but était bien de tuer une célébrité. Enfin, voyons, monsieur le juge, un anarchiste frappe une impératrice, pas une blanchisseuse. Vous avez donc prémédité votre crime. Mais bien sûr, puisque je l'ai poignardé. Un homme qui se balade en ville avec une arme dans la poche n'est pas là pour aller faire le baisement aux belles dames qui prennent le bateau vapeur. J'ai planté ma lime au-dessus du sang gauche. Quelle était votre position exactement? Je suis un enfant abandonné. La négligence des autorités, leur mépris, a ôté toute valeur à mon existence. Mon crime est une créance que je présente à la société qui a commis des graves fautes à mon égard. Je ne vous demande pas... Si j'ai tué, c'est pour venger ma vie. Je ne vous demande pas pourquoi vous l'avez fait, je vous demande comment. C'est comme elle a raconté. Je me suis placé sur le parcours qu'elle devait suivre. Et lorsqu'elle fut à ma portée, je me suis élancé, j'ai frappé au cœur. Je savais qu'une telle arme allait tuer l'impératrice. Ce fut une grande joie pour moi. Cet acte est exemplaire et fait avancer la cause anarchiste. Et surtout, n'insistez pas, monsieur le juge, je n'ai aucun regret.
j'aurais frappé une femme qui se complaisait dans la modestie et la charité. Au moment de mourir, voici ses dernières paroles. Une toute petite ouverture du cœur par laquelle je voudrais que mon âme s'envolât vers le ciel. Sa vie fut une succession de deuils. Elle considérait cela comme injuste. Eh bien, voilà un point commun avec l'impératrice. Moi non plus, je ne supporte pas l'injustice. Je ne vous pardonnerai jamais votre geste. Sachez qu'elle laissera pour moi l'image d'une femme douce, simple, mais si malheureuse. Oh! Gendarme, ramenez-le dans sa cellule. Oh, je m'y trouve bien en prison. Je peux lire. J'apprends le français. Là-bas, la philosophie est promise à tout le monde, indistinctement. Et vive l'anarchie! Dans le rang du gouvernement de Rémi. Pour accompagner Luigi Lucchini, Carlos Torres. Dans le rôle du juge d'instruction, Yves Raymond. Et Madame la comtesse, Luigi Lucchini a été condamné à perpétuité. Mais détenu exemplaire, il apprend le français et écrit ses mémoires. En mars 1909, son manuscrit est volé par un gardien. Sa fureur le conduira jusqu'au suicide. En 1997, donc pas très longtemps, à Genève, un journaliste découvre le manuscrit de Lucchini dans les papiers, dans les archives de son père qui était collectionneur de documents anciens. Il les recueille et les édite. On trouve ici, évidemment quelques années avant son assassinat, avait enfermé ses poèmes dans 3 coffrets et elle les confia à des proches avec pour consigne de laisser passer 60 années puis de les faire remettre à celui qui serait alors le président de la Confédération. Elle précisa aussi que leur publication devra se faire au profit des condamnés politiques méritants et de leurs familles dans le besoin. Alors, bien que républicaine, violente et un peu crue, la poésie de suicide a effectivement été éditée par la Confédération. Et aujourd'hui, on la trouve en librairie et les droits d'auteur ont été cédés par la Confédération au Haut Commissariat pour les réfugiés. Quant à la comtesse eh bien, elle aussi publia 10 années après l'assassinat un livre de mémoire de ses années avec Sissi. Elle est décédée en 1940 en Slovaquie. Voilà, messieurs, dames, la balade continue, je vous prie de me suivre. Merci à vous.